Bien, donc seconde partie de l'histoire qui amène à la création de la Caisse des dépôts et des consignations. Euh, donc on était à la Convention. La Convention, donc en 1792, c'est un régime, enfin c'est un moment de l'histoire où on a donc un comité exécutif provisoire de 6 ministres et une assemblée législative qui doit donc appeler à un vote pour mettre en place cette convention qui déterminera les futures institutions de la France. Alors la convention, je vous le dis tout de suite, il ne va pas y avoir d'événements particuliers concernant la confiance des créanciers, mais c'est juste pour amener eh bien, l'étape d'après. Donc rapidement, cette convention, elle est dans un premier temps. Alors on a les Jacobins. Les Jacobins, on a d'un côté les Girondins, une bourgeoisie plutôt provinciale, plutôt modérée d'ailleurs, et les Montagnards qui sont un peu plus déterminés sur la conservation des acquis révolutionnaires. Et donc, dans un premier temps, 1792-1793, la convention est plutôt girondine. Donc, elle est plutôt modérée. Et le premier acte qui sera pris en 1792, ce sera l'abolition de la monarchie, la proclamation de la Première République. On va retrouver des documents de trahison dans ce qu'on appelle donc de Louis XVI dans l'armoire de fer. Et bon, l'arrestation du roi va causer la guerre de Vendée aussi, des conflits entre républicains et monarchistes. Et c'est par rapport à ces conflits internes que les montagnards vont dénoncer la mollesse des Girondins. Et donc, ils vont prendre le pouvoir dans la Convention, mettre en place le comité de salut public, dont on connaît l'histoire, jusqu'à la mort de Robespierre. À la mort de Robespierre, on passe sur la Convention thermidorienne, c'est-à-dire que les Girondins sont réintégrés à la Convention, et jusqu'au vote de la Constitution de l'an 3, donc la Constitution de 1795, qui met en place un nouveau régime politique qui est le directoire. Donc voilà, je vais vite sur la Convention parce que c'est simplement pour avoir en tête l'histoire. On arrive en 1795 et là le directoire c'est intéressant parce que on va avoir de nouveau un épisode qui va éroder la confiance des potentiels créanciers de l'État. Le directoire, on a 5 directeurs, on a un exécutif de 5 directeurs. On a un organe législatif avec deux chambres. On a le Conseil des 500 qu'on appelle l'imagination de la République qui va proposer les lois et le Conseil des anciens qu'on appelle la raison de la République qui va les adopter. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les directeurs ne s'entendent pas entre eux. Le pouvoir législatif est très puissant et on a des paralysies entre l'exécutif et le législatif. Et c'est un moment de l'histoire qui va être jalonné de coups d'État jusqu'à la réussite du coup d'État du 18 Brumaire par Napoléon en 1799, qui est donc facilité par cette paralysie au niveau des pouvoirs, par une situation économique qui n'est pas la meilleure, et justement, pour rétablir les finances, on a le ministre Ramel Nogaret, qui en 1797 va faire appel à la technique du tiers consolidé. On a une dette qui est importante à ce moment-là, en 1797, et le ministre décide de consolider un tiers de cette dette, c'est-à-dire qu'il va l'honorer, rembourser les créanciers concernés, et il va faire représenter les 2 autres tiers par des bons porteurs, donc de 5% pour les détenteurs d'une rente perpétuelle. Donc les rentes perpétuelles, c'est un système où en fait l'État va rembourser un taux d'intérêt jusqu'à la mort du bénéficiaire, sans rembourser pour autant le capital. Et il va porter un taux d'intérêt de 10% pour les rentes viagères. Les rentes viagères, c'est on rembourse en fait le capital et l'intérêt à un bénéficiaire jusqu'à l'extinction. Et donc voilà, un tiers de la dette qui est consolidée, qui est remboursée, les 2 autres tiers représentés par des bons ou porteurs d'un intérêt différent selon rente viagère, rente perpétuelle. Sauf que, on se souvient du système des assignats, les intérêts sont payés avec des billets dont la valeur s'effondre automatiquement parce que personne n'a confiance dans ces billets de monnaie-là. Et donc, Ramel Nogaret décide tout simplement de supprimer les 2 tiers. C'est ce qu'on appelait l'épisode de la banqueroute des 2 tiers en 1797, si je ne dis pas de bêtises. Donc, autre épisode de crise de confiance, l'un des derniers en fait, en 1797. Et donc, avec le coup d'État du 18 Brumaire réussi en 1799, on passe à l'épisode du consulat. Le consulat, 1799, on a 3 consuls en fait au départ, Napoléon, Sieyès et je ne sais plus qui.
Et Napoléon, soucieux de limiter l'instabilité qu'on avait connue sous le Directoire, va se désigner premier consul. On va voir de nouveaux organes apparaître comme le Conseil d'État, qui est dans une dimension de conseil par rapport aux décisions administratives, dans la préparation également des lois et le règlement des litiges, une dimension vraiment conseil. On va avoir un pouvoir législatif divisé assez faible, hein, divisé entre le tribunat et le corps législatif. Les deux peuvent voter les lois mais sans les discuter, ce qui limite largement l'utilité de ces assemblées législatives, ou alors discuter tout simplement des lois. On a également le Sénat qui apparaît, qui en fait ressemble plus au Conseil constitutionnel actuel, hein, qui se prononce sur la constitutionnalité des actes. Et tout ça pour dire que sur cette période, Napoléon va véritablement essayer de consolider, d'apporter de la stabilité à ce régime en créant des institutions. En 1800, les préfets, la Banque de France, en 1803, le franc germinal. Et là, sous le consulat, on voit l'un des ancêtres un petit peu de la Caisse des dépôts, qui est la création d'une caisse d'amortissement et de garantie. Alors, simplement pour distinguer les choses, hein. Petit rappel sur la Banque de France. La Banque de France, en réalité, son ancêtre, enfin quelques années avant, c'était la Caisse des comptes courants, qui avait été créée par Jean-Frédéric Pergaud, parce que les affaires ayant repris sous le Directoire, il manquait de la monnaie en circulation pour justement suivre le rythme des affaires. Et donc, cet homme-là va demander à Napoléon la création de la Banque de France afin d'avoir une institution qui puisse créer de la monnaie, mais avec certaines garanties. Et les garanties, ça va être, si on crée de la monnaie papier en circulation, il faut que les Français puissent à tout moment demander l'échange de cette monnaie de ce papier contre de la monnaie fabriquée et stockée à la Banque de France. Donc il y a un privilège d'émission de billets, mais avec cette garantie qu'on aura la même quantité en métal ou en or à la Banque de France. Et ça, finalement, c'est l'utilité première de la Banque de France, c'est la création monétaire, encore aujourd'hui, enfin, non, c'est la BCE, mais lorsque une banque accorde un prêt en particulier et que la banque a besoin d'argent, elle peut emprunter auprès à l'époque de la Banque de France, aujourd'hui de la BCE, et qui va du coup créer de l'argent qu'elle va donner à la banque. Et donc, c'est pour ça que chaque prêt fait par un particulier ou une entreprise, enfin peu importe, entraîne une création monétaire, destruction au moment du remboursement du prêt. Bon, bref, peu importe, on n'est pas là pour parler de ça. Mais voilà pour la Banque de France. Et la caisse d'amortissement et de garantie qui est créée par Napoléon, c'est simplement parce que on se dit qu'on va créer une caisse qui sera vraiment dédiée au remboursement et à l'apurement de la dette publique. On va lui confier des cautionnements, on va lui confier des contributions foncières départementales, et cet argent sera vraiment dédié, finalement spécialisé, vers le remboursement des obligations de l'État. Caisse de garantie également, puisque cette caisse la caisse de garantie s'occupera du paiement des obligations litigieuses. Donc on a cette institution-là à côté qui se configure. Napoléon, voulant garder le pouvoir, il fait un plébiscite en 1802, et en 1804, on passe à l'Empire, il est donc empereur des Français. L'Empire, pareil, rapidement, parce que c'est simplement pour l'histoire, et on arrivait à la Restauration. L'Empire, entre 1804 et 1811-1812, est en pleine expansion. Napoléon gagne de sacrées batailles, par exemple Austerlitz, où il est en infériorité numérique. A priori, j'ai peur de dire des bêtises, checkez s'il vous plaît ce que je dis, mais je crois que c'est ça. Et donc ça s'étend jusqu'à finalement la campagne de Russie qui se passe plutôt mal pour la France avec la stratégie de la terre brûlée déployée par les Russes. Et puis en 1814, l'Europe coalisée va attaquer la France. Napoléon est obligé de s'exiler et c'est la première restauration, donc restauration de la monarchie. Les Européens se demandent qui mettre au pouvoir, sachant que les Bourbons sont en exil, et puis ça va être Louis XVIII qui va être placé sur le trône par l'Europe finalement. Il y a une charte royale en 1814 qui est mise en place, qui propose un système constitutionnel relativement équilibré, mais il y a surtout un homme fort quand même à ce moment-là, sous la première restauration, 1814-1815, qui est le baron Louis. Le baron Louis, qui est l'équivalent d'un ministre des Finances, va mettre en place, le problème c'est qu'il va mettre en place un impôt qui est très impopulaire,
qui est le système des droits réunis. C'est un impôt en fait indirect sur les produits de première nécessité comme le sel, le vin, et donc c'est très impopulaire, sachant qu'en plus la cour est plutôt dispendieuse. Donc finalement ça va créer les conditions nécessaires pour le retour de Napoléon sur la période des 100 jours. Napoléon revient, personne n'y croit vraiment, il va un petit peu apurer l'institution des préfets, les remplacer, mais de toute façon l'Europe se coalise de nouveau contre Napoléon, et Napoléon sera obligé de s'exiler de nouveau après la bataille de Waterloo, où il est pris un petit peu en tenaille entre les Anglais et les Prusses. Il essaie de manière assez intelligente de séparer les Anglais des Prusses au niveau de la Belgique, sauf qu'il se fait attaquer et il perd, ce qui crée les conditions du retour de Louis XVIII. Et c'est précisément sous la Seconde Restauration que la Caisse des dépôts va être créée. J'y arrive tout de suite.